Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, quand je vous ai parlé de l'histoire de la cassette, je vous avais dit au départ, ce genre de cassette, c'était fait pour la voix, pas vraiment pour la musique. Mais rapidement après, dès 1968 en France, soit 4 ans après la sortie de la cassette, pas mal de musique était déjà vendue sous ce format. Avec une bande étroite, comparée par exemple aux grosses bandes qu'il y a derrière, les particules de fer qui sont placées aléatoirement sur la bande vont créer un bruit de fond. C'est un bruit de souffle à la lecture, même si l'amélioration des bandes, que ce soit de type 1, qui était beaucoup mieux fabriquée par la suite, que les types 2, qui ont beaucoup moins de bruit de fond dès le départ, c'est en fait inhérent à la lecture magnétique, ce problème-là, à la lecture analogique. En 1968, donc, la société Dolby a commencé à vendre pour les platines cassettes son système Dolby NR comme Noise Reduction, pour la réduction de bruit, donc le souffle que je vous ai parlé avant. Cela permettait enfin de donner l'appellation hi-fi, haute fidélité, à la cassette. Dolby fournissait déjà depuis 1965 un système professionnel Dolby NR pour les lecteurs de bande comme celui-là, mais aussi principalement pour les lecteurs studio. Donc comment ça fonctionne? On compresse et on accentue le son sur certaines fréquences. Les fréquences qui contiennent habituellement le souffle, donc les hautes fréquences, on va les décompresser. Ensuite à la lecture, on va faire l'inverse. On va les décompresser, donc les réduire cette fois-ci. Donc en fait ça a l'avantage de réduire le souffle à l'écoute. Mais malheureusement, si la cassette est en mauvais état ou le lecteur mal réglé, en fait ces fréquences sont déjà atténuées. Donc le Dolby étouffera plutôt le son qu'autre chose. Sur les platines qui avaient un système Dolby, on avait un vumètre. Il fallait éviter donc de le dépasser pour des bandes standards entre guillemets, puisqu'à ce moment-là on risquait de dépasser la limite et de saturer le signal, et sur certaines fréquences le son risquait d'être distordu ensuite et le Dolby mal décodé. Un des soucis qu'on a trouvé rapidement avec le Dolby, vu qu'on va compresser les hautes fréquences, sur la bande FM, on allait se retrouver avec des hautes fréquences qui allaient en fait être enregistrées et parasiter le Dolby. Donc on a retrouvé sur les platines cassettes dès les années 70 et surtout dans les années 80 un filtre pour filtrer en fait ces fréquences parasites. Donc on pouvait retrouver un FM filter sur les très vieilles platines des années 70, mais surtout dans les années 80 un MPX filter. Aussi, la majorité des cassettes préenregistrées d'avant 2008 étaient enregistrées avec le Dolby et donc le Dolby B, puisqu'ensuite on en a eu plusieurs, et la plupart du temps il était indiqué sur les cassettes Dolby NR. Ensuite, en 1980 est apparu le Dolby C, une version améliorée du Dolby B. Il va compresser de façon plus soutenue le son et même déplacer certaines fréquences pour pouvoir mieux les encoder, donc décoder derrière. Ce qui permet une meilleure dynamique à l'écoute et être plus tolérant si la bande n'est pas complètement en bon état. En fait, rapidement on va avoir des soucis si la bande est quand même en mauvais état avec le Dolby. Mais en fait, ça a posé d'autres problèmes, puisque dans ce cas, si vous écoutez une cassette enregistrée avec le Dolby C sans le Dolby, le son est pas très beau et un peu déformé. Alors déjà quand on écoutait une cassette enregistrée avec le Dolby, le son peut être un peu trop brillant entre guillemets, mais c'est écoutable. Avec le Dolby C, ça devient un peu plus problématique. Beaucoup de boombox, Walkman, autoradio n'avaient pas le Dolby, donc ça posait un petit problème avec le Dolby C, ce qui fait qu'en fait on a retrouvé assez peu de cassettes préenregistrées. Peu de personnes utilisaient le Dolby C, même s'il avait un son qui était quand même meilleur que le Dolby B, avec un peu moins d'inconvénients, à condition, comme je vous disais, que la bande soit en bon état. Le Dolby a continué d'évoluer, mais peut-être un peu tard, puisque en 1989, Dolby a introduit le Dolby S, en fait, qui est un dérivé du SR, des salles de cinéma et des studios, qui était un Dolby encore amélioré, mais qui demandait une électronique assez compliquée, donc des DSP, puces en fait intégrées, on pouvait plus le faire en électronique complètement analogique comme on pouvait le faire avant, même si c'était rare sur le Dolby C. Ça permettait en fait la meilleure écoute des trois, mais aussi une meilleure compatibilité avec le Dolby B et pas de Dolby, puisque ça restait écoutable. En fait, on avait un peu le mieux de ce qu'on pouvait trouver. C'est vrai qu'à l'écoute, je vous ferai une démonstration après, sur une cassette
correct. On avait quasiment un son CD, mais malheureusement le CD était déjà arrivé, donc le temps que première platine Dolby S apparaisse, on était en 94-95. 94-95, la plupart des audiophiles étaient passés au CD, donc malheureusement ça a fait un succès d'estime, mais très peu de cassettes préenregistrées et très peu de platines possèdent ce système. On a eu aussi un autre système Dolby que vous pouvez trouver sur les platines un peu plus haut de gamme, mais aussi sur les cassettes préenregistrées, c'est le Dolby HX et ensuite le Dolby HX Pro. En fait, ce système, eh bien, ça va permettre d'améliorer l'enregistrement des hautes fréquences, encore une fois, notamment tout ce qui est cymbales, tout ce qui est choses comme ça. En fait, quand on enregistre sur une bande magnétique, le son peut être légèrement déformé sur certaines fréquences. C'est inhérent au format analogique, encore une fois. En fait, ce format HX Pro va permettre de modifier la fréquence qui est appliquée sur la tête de lecture, le bias. Cette fréquence-là donc va être modifiée juste quand on a ce son là, et ensuite elle va être remise à la normale, qui va permettre d'améliorer l'enregistrement. Et là il n'y aura rien à faire à la lecture, puisque c'est quelque chose qui améliore juste l'enregistrement, et la lecture va être améliorée ensuite sans rien faire. Ça, c'est un système qui était très présent à l'époque et qui est loin d'être mauvais. Ça s'entend quand même pas mal les trucs qui sont enregistrés avec le HX Pro. Et enfin, le dernier système que je voulais vous parler, il y a eu en fait des systèmes concurrents au Dolby, même si le Dolby c'était omniprésent à l'époque de la cassette, on en trouvait absolument partout. Il y avait donc le ANRS, si je dis pas de bêtises, chez JVC, qui était plus ou moins compatible avec le Dolby. J'en ai pas et c'est un système suffisamment rare. On a eu le DBX qui était fourni dans les années 80, un concurrent au Dolby C, sauf qu'il était encore moins compatible ici. On a eu aussi des vinyles ou des bandes magnétiques qui étaient enregistrées avec le DBX. Ce DBX de type 2 qui était présent sur les cassettes permettait une qualité d'enregistrement qui était franchement sympa, de reproduction, qui améliorait franchement la qualité d'écoute, sauf qu'ensuite c'était écoutable correctement qu'avec une platine DBX, parce que comme le Dolby C, encore pire que le Dolby C, il allait modifier certaines fréquences, et donc là c'était la catastrophe à l'écoute si vous n'aviez pas une platine compatible DBX pour la réécouter. Il y a eu des Technics compatibles avec le DBX, des TIAC aussi, mais ces platines sont franchement rares. Et enfin, dans les années 90, on avait des DSP sur certaines platines, notamment les Pioneer, qui permettaient d'améliorer le son. Je vous en ai déjà parlé quand je vous ai présenté la W606DR. Je pourrais vous en parler ensuite quand je vous présenterai mes autres Pioneer des années 90, mais là c'est ce qu'ils appelaient du Digital NR, Noise Reduction. On en reparlera à ce moment-là. C'était un système qui fonctionnait, je trouve, plutôt bien, mais comme en fait tous les systèmes de compression et de pseudo-amélioration du son, ils avaient tous leurs inconvénients.
finalement, eh bien, qu'en penser de tous ces systèmes de réduction de bruit, Dolby, etc. Si ça a été autant utilisé à l'époque, c'est que c'était pas si mauvais que ça, mais ça apporte, comme tous les systèmes de compression-décompression, un inconvénient. Alors pour certaines cassettes, ça améliorait quand même bien le son, mais d'un autre côté, c'était un peu moins tolérant quand les bandes vieillissaient. Et puis, si on écoute vraiment au casque, on sent quand même une petite différence, un peu un étouffement du son, notamment sur le Dolby B, un petit peu moins sur le Dolby C, S, mais très légèrement, ça s'entend quand même. Au final, je trouve, moi, je l'utilise quasiment plus le Dolby, ni le DBX, puisque toutes mes platines ne sont pas compatibles. Je trouve que le souffle sur la plupart des cassettes, si on l'enregistre bien avec le bias correctement réglé et le niveau correctement réglé, c'est vrai que ça rajoute du bruit de fond, mais en fait j'y fais pas vraiment attention. Voilà, ça me dérange pas tant que ça. Donc pour ma part, j'ai choisi de quasiment pas utiliser le Dolby quand j'enregistre des cassettes. Et il faut savoir que toutes les cassettes commercialisées à ce jour n'ont plus le Dolby. Dolby ne fournit plus depuis quelques années déjà de licences Dolby, que ce soit pour les cassettes préenregistrées que pour les platines cassettes. Donc toutes les cassettes que vous allez acheter neuves préenregistrées n'ont plus ce Dolby. Et au final, je trouve que voilà, le son n'est pas dérangeant non plus. Après, c'est à vous de faire le choix, mais il faut savoir qu'il faut que tout soit en parfait état, que ce soit la bande, que les platines cassettes bien réglées, que une platine cassette en bon état aussi, pour avoir vraiment une amélioration du son. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Soyez authentiques et atypiques et à bientôt.